Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler de Oppo avec le Oppo Reno 4 Pro qui fait suite donc forcément au test du Oppo Reno 4 ainsi que du Find X2 Neo puisque c'est en fait le Oppo Reno 3 Pro et celui-ci vient le remplacer. C'est donc une légère évolution, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu le test et je vais vous donner mon avis dessus. Donc pour ceux qui connaissent déjà le Find X2 Neo, vous allez surtout voir une petite amélioration par rapport à ça. Ceux qui se demandent ce que valent de eh bien, regardez ce test. Ce sera simple, comme d'habitude, maintenant. Aussi, vous pouvez le voir au niveau des miniatures, petite parenthèse, au niveau des miniatures, j'ai changé, j'ai mis un peu de Kermit, j'ai essayé un peu le côté dualité, etc. Et c'était assez simple à faire. Mais le truc, c'est que j'avais plus d'idées, là, il y avait un peu ma gueule, mais ça va revenir normalement aux miniatures classiques. J'ai reçu mon boîtier photo, donc ceux qui n'aimaient pas Kermit, etc. Vous serez contents normalement. Après, dites-moi ce que vous avez pensé de ces dernières miniatures. C'était histoire de changer un peu, etc. Mais ça reste un peu trop basique, donc à voir par la suite, donc n'hésitez pas à partager votre avis dessus. Et comme d'hab, si vous voulez me soutenir, vous avez tout dans la description, vous avez le Discord aussi, n'hésitez pas à rejoindre, il est de plus en plus actif. Et côté smartphone, ça manque encore un petit peu. Donc, le Oppo Reno 4 Pro, lui, alors, c'est une évolution, comme je l'ai dit juste avant, du Find X2 Neo. Il est vendu environ, à la base en tout cas, à 700 €. Il a pu baisser ces derniers temps et vient se mettre face à quelques hauts de gamme qui descendent assez vite. Donc ça, c'est le petit souci. Mais aussi, il se met aussi face à un autre que j'ai en test et dont le test arrivera, le Vivo X51. Ce smartphone, c'est un smartphone dit un peu en espèce de milieu de gamme premium plus, qui vient un peu remplacer les smartphones haut de gamme qui viennent de plus en plus chers, donc, et ça, vous le savez déjà. Et ce qui fait qu'on va commencer directement, on est sur un smartphone qui a déjà des finitions qui sont réellement excellentes. On est sur un 6.5 pouces, avec un dos qui est en verre, avec les 3 caméras, donc on en a une en moins par rapport au Find X2 Neo, mais celle du Find X2 Neo était un petit mode, en fait, c'est pour le mode portrait, pour faire le détourage. Ici, ça a été enlevé pour, je pense, une histoire de design. Ce qui fait que d'ailleurs, pour les capteurs photo, ça me fait beaucoup penser à ce que faisait Honor à un moment donné avec, alors si je me dis pas de bêtises, le Honor 7X, 8X d'ailleurs aussi, et il y avait le Honor View 10 qui faisait ça, donc ça reprend clairement ça, et je n'aimais pas trop. Ici, ça a été un peu mieux implémenté avec ce pourtour, et en plus ça ressort. Par contre, ça les fait beaucoup ressortir, donc il suffit qu'on les sera posé, ça se ressentira. Après, je dis ça, mais normalement, vous avez une coque qui, je ne sais plus où, je l'ai enlevée. Vous avez une coque de protection qui est inclue, qui est assez épaisse et qui de base devrait plutôt bien protéger votre smartphone. Ça va permettre aussi de l'aplanir, mais quand vous le mettez, le souci c'est que les caméras ressortent quand même un petit peu. Donc c'est un peu dommage d'avoir ça, mais de ne pas permettre de protéger les caméras derrière. Autre chose, on est incurvé à l'arrière, incurvé à l'avant, donc incurvé, pardon, avec donc aussi la caméra qui, elle, est donc sur le coin. Donc ça, rien de nouveau de ce point de vue-là. On a bien évidemment plus de jack. On a du dual SIM en dessous, de l'USB-C. Parlant rapidement de l'USB-C, on en reparlera sur l'autonomie, mais vous avez de la SuperVOOC qui est l'un des principaux changements par rapport au Find X2 Neo, qui n'avait que de la VOOC 4.0, si je dis pas de bêtises, qui forcément est plus lent. Donc c'est surtout le plus gros ajout, et c'est un ajout qui est cher. Au niveau des traces de doigts, alors pour ceux qui me connaissent, vous le savez, les traces de doigts, c'est un peu mon problème sur les tests. Ici, par exemple, ça se voit, ce qui fait que forcément ça prendra. Et ça prendra plus les traces de doigts que le Find X2 Neo, qui lui avait une surface mat, ce qui fait que ça avait tendance à être plus discret. Donc ceux qui ont ce problème-là, ça risque de très vite se salir. Après, dans l'ensemble, c'est plutôt premium, c'est agréable visuellement et c'est vraiment très sympathique. En parlant de l'écran, on a un lecteur d'empreintes qui est sous l'écran. Donc ça, c'est une chose classique. Alors, on est sur toujours de la version 2.0 comme le Find X2 Neo. Donc, on n'a pas sur les mêmes capteurs que ce qu'on peut avoir sur du très haut de gamme où c'est beaucoup plus rapide. Sur le Find X2 Pro, c'est plus rapide par exemple. Donc, ça reste rapide, mais il y a plus rapide aujourd'hui sur le marché. Donc ça, c'est une chose à savoir. Ça reste fiable, j'ai pas eu de soucis de ce point de vue-là. L'écran lui-même, donc on est sur du 6.5 pouces en 1080p, avec un poinçon, donc pas grand chose de nouveau là-dessus puisqu'on est en fait à peu près sur le même écran que ce que l'on a sur le Find X2 Neo, mais avec un peu plus de luminosité. Et aussi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est beaucoup moins agressif. Le Find X2 Neo n'était pas spécialement lumineux, mais convient globalement à l'utilisation. Son plus gros problème, et c'est surtout le côté agressif de l'écran, ce qui fait qu'il a tendance à fatiguer les yeux assez vite.
C'est beaucoup moins le cas sur cet écran-là, qui est en plus de ça plutôt bon. On a toujours le système de fatigue oculaire, enfin de la gestion oculaire, le mode sombre et le confort des yeux, surtout le confort des yeux, qui va être très sympa le soir et que je trouve toujours maîtrisé. Mais même de base, ça reste moins fatigant que ce que proposait le Phanix de Neo. Par rapport au Vivo X51, qui est un peu son concurrent proche, je trouve que l'écran est un petit peu moins bon quand même. Il reste un petit peu plus agressif, les couleurs sont un peu moins naturelles, mais ça reste globalement très très bon. Donc je n'ai pas de grandes critiques, aujourd'hui je ne rentre plus dans ces critiques où je vais en faire trop, comme vous me connaissez. On va parler rapidement de l'autonomie, chose qui est aussi importante, et après du logiciel. Au niveau de l'autonomie, on est sur du 4000 mAh, avec gros avantage, comme je le disais tout à l'heure, de la Super VOOC, ce qui fait qu'en gros, en environ 30-35 minutes, votre smartphone est complètement rechargé. C'est la grosse amélioration de ce smartphone par rapport au Phanix de Neo. Ça vient du haut de gamme et ça vient un petit peu, à l'époque aussi, à montrer de certaines parties du haut de gamme qui venaient sur le milieu de gamme, à l'époque du RX17 Pro qui apportait ça avec la Super VOOC 1.0. Et ce qui fait qu'on se retrouve là avec de la 2.0, donc voilà, c'est très rapide et c'est un gros point fort. Donc pour ceux qui aiment ça, voilà, vous aurez cette technologie qui en met toujours plein la vue quand vous la mettez. Pas de charge sans fil par contre. L'autonomie en elle-même, elle change pas beaucoup du Phanix de Neo. On est à peu près à 6 heures avec le mode de gestion automatique entre le 60 et 90 Hz. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Oui, d'ailleurs, oui, l'écran est en 90 Hz, mais ça, rien de spécial. Aujourd'hui, ils sont à peu près tous à 90 Hz, sauf Samsung, le Note 20. Et donc, ce qui fait que on a une autonomie qui est tout à fait correcte. Par contre, en 60 Hz, on aura une bien meilleure autonomie. On pourra plus facilement atteindre les 8 à 9 heures écran allumé, ce qui est très sympathique quand vous cherchez de l'autonomie. Pour la puissance, on ne change pas une équipe qui gagne, le Snapdragon 765G. Il a été très apprécié à moins de 1000 € par beaucoup de constructeurs, notamment Oppo forcément vu qu'ils ont sorti 2 gammes avec, et il faut le dire, c'est un super processeur. Ça fait maintenant plusieurs mois que je l'utilise au quotidien, ce processeur, et clairement j'ai pas de grandes critiques à faire. Il est réactif, il est bon à peu près partout, dans les jeux on sent pas spécifiquement qu'il est en dessous de ce que proposent les très haut de gamme, même si ça reste en dessous, mais dans la plupart des jeux, ça tournera sans problème, et ça c'est un excellent choix. Ce qui fait que en fait aujourd'hui, et moi qui ai eu beaucoup de haut de gamme, et j'ai encore par exemple un Mi 9T Pro qui reste avec un 855 par exemple, où j'ai eu des 865 etc, je ressens pas spécialement l'envie d'avoir mieux, on sent pas réellement de limite, et ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que aujourd'hui les très haut de gamme sont extrêmement puissants, et entre guillemets peut-être pas trop puissants parce que c'est une évolution logique, mais disons que ça va être utile à de moins en moins de gens dans la durée, parce que le 765G tiendra très bien dans la durée, en plus d'être 5G. Ce qui fait que c'est une excellente chose, et c'est un processeur qui clairement conviendra à tout le monde sans problème. Il est très bon, pas aussi bon forcément qu'un 865, mais il est vraiment excellent, et il n'y a pas vraiment de choses négatives au quotidien. Surtout qu'on est sur du 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, donc au niveau de la RAM on est tranquille. Par contre, c'est pas parce qu'on a 12 Go qu'on a toutes les applications préchargées. Il y a quand même une gestion de l'énergie à faire, ce qui fait que Oppo a tendance à être un petit peu agressif, tout comme avec le Phanix de Neo. Là-dessus, d'autres smartphones ont tendance à être un petit peu moins agressifs, mais avec une moins bonne autonomie. Coucou le Galaxy Note 20. La partie logicielle, donc on est sur du Android 11 sur celui-là, le Phanix de Neo lui ne l'a pas encore eu, donc Android 11 avec ColorOS 11, qui est la nouvelle version de ColorOS, et on a quelque chose qui est vraiment efficace, qui reprend pas mal du code d'Android de base et ajoute quelques petites choses. On a toujours plein d'options, c'est toujours très fluide. On a l'ajout de côté du Google Discover, qui est donc en faisant la petite partie sur la gauche, alors qu'avant c'était l'assistant Oppo. Donc ça c'est un côté qui est de plus en plus Googleisé, j'ai envie de dire, et ce qui fait que j'ai pas grand chose à dire. On a le tireur d'application, on a tout ça, donc vous allez voir de toute façon la vidéo de la petite capture pour montrer tout ça. Et globalement ça tourne bien. J'ai pas grand chose vraiment à dire dessus, mais ça tourne bien. J'ai eu quelques petits bugs d'animation ou d'applications qui n'arrivent pas à se recharger, mais ça reste assez rare et globalement ça tourne bien, c'est fluide, c'est agréable. Et au niveau des applications, c'est parfois un poil agressif au niveau de la RAM comme je le disais, mais dans le temps je pense que ce sera bien parce qu'on a 12 Go de RAM, ce qui fait que dans le temps, avec les mises à jour, les applications prennent de plus en plus de place, et ce qui fait que ça devrait mieux vieillir que d'autres smartphones. Et ça c'est une chose à noter.
Mais après, bon, Oppo, vous faites votre avis sur la version, enfin la gestion logicielle, mais je la trouve efficace, ça reprend beaucoup d'Android stock, avec quelques petites touches de chez Oppo par-ci par-là, qui se voient, donc ça fait quand même une surcouche, mais ça reste assez léger et c'est assez agréable. On va finir un peu tout ça, donc de cet ensemble, avec la partie photo, qui est intéressante. Partie photo qui, elle, alors c'est une petite évolution du Phanix X2 Neo, on est cette fois-ci sur un triple capteur, mais qui ne change rien sur les principaux capteurs, puisque ce sont les mêmes capteurs. On est toujours sur du 48 mégapixels, etc. Et clairement, face à ce que propose le Phanix X2 Neo, j'ai vu alors une amélioration entre les capteurs au niveau de la gestion de la colorimétrie, chose qui était mise en défaut sur le Phanix X2 Neo, qui n'est en tout cas beaucoup moins mise en avant ici. Le plus gros défaut sur la photo sur le Phanix, sur ce Reno 4 Pro, c'est surtout en fait, il reste encore assez moyen de nuit. On sent que les limites de l'algorithme du côté de chez Oppo, c'est la nuit. Et ce qui fait que ça va se ressentir, puisqu'on aura des photos qui auront tendance à être plus sombres que la concurrence et qui auront moins de détails. Par contre, ça se défend globalement quand même bien. C'est pas non plus mauvais, mais on sent que c'est en dessous. Et par rapport à d'autres haut de gamme, et si on prend par exemple les Galaxy Note 20 ou Galaxy S21 qui descendent vite, bah on sent que c'est quand même en dessous par exemple. On sent que c'est en dessous de la plupart des hauts de gamme. Et ça, c'est le défaut qu'il y aura sur cette partie photo. On a une amélioration quand même au niveau de l'algorithme, au niveau de la suppression du bruit, qui est bien meilleur que sur le Phanix X2 Neo, et on a quelque chose qui est mieux lissé, ou un bruit qui est de meilleure qualité, parce qu'on a forcément, on a beaucoup de bruit sur les photos quand ça manque de luminosité, mais on n'a pas cette impression de compression qui peut ressortir sur le Phanix X2 Neo, ou une mauvaise gestion de ce lissage du bruit, ce qui fait que les photos sont un peu plus belles. Et je trouve que j'ai fait d'ailleurs des très belles photos, vous allez le voir, mais vous avez aussi l'album, si vous voulez voir en pleine définition, vous avez l'album dans la description. Petit point sur le son, j'en parle de moins en moins parce qu'aujourd'hui je pars de plus en plus sur des amplificateurs Bluetooth pour connecter mes intras, ce qui fait qu'on n'a plus d'adaptateur donné, bien évidemment. On a du double haut-parleur qui est plutôt de bonne facture, aujourd'hui j'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais bon bah ça manque d'un vrai double haut-parleur. Après il est efficace dans l'ensemble, mais vous avez toujours ce côté asymétrique avec plus d'aigus ici et plus de basse ici. En plus de ça, il est puissant et on peut partager un peu de musique dessus, mais il ne faut pas que ça abuse non plus. Chose qui est toujours intéressante chez Oppo, et ça c'est chose à savoir, que ce soit pour les casques Bluetooth ou comme moi, ou les 3 wireless, ou comme moi qui utilisent des amplificateurs Bluetooth, pour rappel, par exemple FiO BTR5, Shanling UP4 pour ceux que ça intéresserait, ce sont des systèmes en Bluetooth, c'est connecté en Bluetooth ici, c'est un récepteur, et là il y a toute la partie maîtrise du son, et derrière on met des intras ou un casque filaire, et on a une meilleure qualité sonore, à condition d'avoir un Bluetooth de bonne qualité au niveau des performances. Et clairement Oppo là-dessus, j'ai pas vu de meilleur acteur sur ce point à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'ils ont une connexion Bluetooth qui est très forte, qui est très performante, et qui décroche très peu, par rapport à d'autres smartphones où ça a tendance à être beaucoup plus limité en termes de puissance. Et ça, c'est une chose positive quand même à mettre en avant. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette gestion de qualité sonore, mais il faut s'attarder un petit peu plus sur la qualité du Bluetooth. Et clairement, moi, j'ai pas eu de soucis de ce point de vue-là. Au contraire, ça a été un vrai plaisir à chaque fois, en fait, sur les Oppo, d'utiliser mes amplificateurs, parce que j'avais beaucoup moins de chutes ou de déconnexion, enfin de perte un petit peu de musique, parce qu'ils sont un peu trop éloignés ou parce qu'il y a mon gros ventre qui va gêner. Ce qui fait que c'est une chose à noter en tout cas. Voilà un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus sur ce smartphone, sur ce petit Oppo Reno 4 Pro? Pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à dire, je le trouve globalement efficace, performant. Faut pas oublier que c'est un smartphone grand public, dans le sens où c'est un smartphone qui est fait pour des gens qui vont voir les pubs à la télé, qui vont voir Oppo, dont il va y avoir en fait tout ce côté marketing qui est très mis en avant sur une marque qui mise déjà beaucoup plus sur le marketing et qui n'a pas cette politique de réduction des coûts, en tout cas pas autant que sur une marque comme Realme, qui est la filiale d'Oppo et qui, eux, réduisent les coûts. Donc c'est une chose quand même à mettre en avant, et ce qui fait que ça se met face à Samsung, ça se met face à Apple, ça se met face à feu Huawei, parce que là c'est mal parti, mais dans l'idée, en gros, c'est des smartphones qui sont des milieu premium, qui peuvent être aussi chers que des hauts de gamme, comme ce que je disais précédemment. Ce qui fait que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, mais ce qui est bien sur ces Oppo-là, c'est que malgré qu'on ait ce côté un peu milieu de gamme, un peu trop cher,
alors ça peut descendre assez vite, eh bien on a quelque chose qui est équilibré et qui est efficace à tout point de vue. Certes, on peut trouver sur certains points mieux ailleurs, mais on va trouver aussi moins bien ailleurs. Ce qui est bien, c'est que c'est surtout quelque chose d'équilibré, de très équilibré. On n'a pas le plus puissant, on n'a pas les meilleures photos, on n'a pas le meilleur écran, etc. On a la SuperVOOC qui, pour le coup, lui, est le plus mieux placé là-dessus. Mais ce qui est bien, c'est que c'est du solide, et en plus de ça, le logiciel d'Oppo est vraiment très stable. Alors, Android 11 pour l'instant, sur la mise à jour que j'ai, est un peu moins stable, je trouvais. J'ai eu quelques petits bugs, mais globalement, ça fonctionne bien. Mais pour conclure, vraiment, c'est un smartphone que je trouve équilibré à tout point de vue. Et par exemple, par rapport à un Galaxy Note 20 qui lui est plus cher, et qui, entre guillemets, qui est censé être plus haut de gamme, bah, je préfère largement le Oppo. D'une part, de sa compacité, d'autre part, le côté incurvé. J'aurais jamais pensé dire ça, mais le côté incurvé permet d'avoir une meilleure prise en main. En plus, il est léger, puisqu'il fait là, il fait 180 grammes, donc il reste léger. La prise en main est bonne, il n'est pas trop grand, il est bien autonome, il fait plutôt des bonnes photos. Il y a des fois où le Samsung fera mieux, notamment par exemple de nuit, mais par contre de jour, je trouve le Oppo bien meilleur, bien plus agréable visuellement sur la qualité des photos. Donc ça va dépendre. Et c'est là où on voit qu'il y a des plus grosses limites sur le côté logiciel de nuit. Donc après, c'est à voir, mais ce qui fait que on est sur une toute petite évolution du Find X2 Neo. Ça, c'est le plus gros problème, c'est que par rapport au Find X2 Neo, bah, l'ajout il est trop limité. On a une meilleure gestion côté photo, et notamment après il y a la vidéo que j'ai pas du tout faite, mais après vous avez d'autres tests qui en parlent, et vous avez la SuperVOOC. Mais sinon, il y a quand même l'écran aussi qui a été amélioré. Mais ça reste des petites améliorations, alors qui sont quand même à noter, mais c'est des petites améliorations et on sent que bah, c'est juste pour ressortir un smartphone 6 mois plus tard et il n'y a pas eu d'énorme évolution entre les deux. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours problématique sur ce type de sortie tous les 6 mois, c'est que c'est juste une amélioration, d'une amélioration, d'une amélioration, d'une amélioration. Après, tant que le suivi est bon, alors après chacun a son point de vue sur le suivi, mais tant que le téléphone en lui-même est bon, c'est surtout ça le principal. Mais on profite moins, entre guillemets, des nouveautés quand il y en a. Et ici, elles sont vraiment très limitées. Après, ça peut être une histoire de design aussi, ce que vous préférez. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test. On se dit à bientôt pour un prochain test de smartphone, puisque j'en ai un autre de prévu, après je ne sais pas, qui est donc le Vivo X51, qui est donc un peu son concurrent, et donc bah, ce qui fait que je pourrais en dire un peu plus là-dessus, mais ça reste un concurrent qui de base quand même un peu plus cher, on y reviendra. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est la fin du test. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous voulez me soutenir, vous avez le lien d'achat dans la description. Si vous voulez rejoindre le Discord pour en parler, n'hésitez pas non plus. Et on se dit à bientôt.